Le dimanche matin de novembre apportait avec lui cette lumière dorée si particulière de l'automne toulousain. Manon observait depuis sa fenêtre les feuilles d'érable qui dansaient devant sa petite maison de briques roses, leur valse silencieuse, lui rappelant cruellement que la vie continuait malgré tout. 6 semaines. Cela faisait exactement 6 semaines que Thomas n'était plus là. Elle porta instinctivement sa main à son ventre encore plat, où un secret grandissait depuis 2 mois. Un secret qu'elle avait découvert la semaine précédente, dans la solitude de sa salle de bain, face à ce test de grossesse qui avait bouleversé son monde déjà fragile. Comment annoncer à sa belle famille qu'elle portait l'enfant de Thomas? L'accident de travail avait été si soudain. Un échafaudage mal fixé, une chute de 15 mètres. Et Thomas, son Thomas, architecte passionné de 32 ans, avait rejoint les étoiles. Il venait tout juste d'hériter d'1 million de dollars de son grand-père américain. Une somme qui devait financer leurs rêves de famille nombreuse et de maison à la campagne. Aujourd'hui, Manon devait se rendre au déjeuner dominical chez sa belle-mère Véronique. Cette tradition familiale qu'elle avait tant aimée lui semblait désormais un calvaire. Depuis la mort de Thomas, les regards de sa belle famille avaient changé, plus distants, plus calculateurs, surtout ceux de Véronique. Elle choisit avec soin sa robe noire à manches longues, celle que Thomas préférait, et glissa dans son sac la dernière lettre qu'il lui avait écrite mais jamais envoyée, trouvée dans ses affaires la veille. Une lettre où il parlait de leur futur enfant avec tant d'amour que les larmes lui montaient encore aux yeux. La villa familiale des Dubois se dressait majestueusement dans le quartier huppé de Toulouse, ses volets bleus contrastant avec la pierre blonde de sa façade. Manon sonna, le cœur battant, sa main libre posée protectivement sur son ventre. Philippe, son beau-père, lui ouvrit avec son sourire bienveillant habituel. « Manon, ma chérie, tu es ravissante. Entre donc, Véronique vient de sortir le gigot du four. » L'odeur familière du romarin et de l'ail l'accueillit, mélangée au parfum plus lourd de l'encaustique et du chrysanthème. Dans le salon, Camille, sa belle-sœur de 28 ans, berçait son petit Maxime de 6 mois, tandis qu'Éric, le frère cadet de Thomas, feuilletait distraitement un magazine automobile. Véronique apparut depuis la cuisine, tablier fleuri noué autour de sa taille, ses cheveux châtains parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. À 62 ans, elle conservait cette élégance naturelle qui avait séduit Philippe 40 ans plus tôt. « Ah, Manon, tu arrives au bon moment. J'espère que tu as retrouvé l'appétit, ma pauvre chérie. Tu as tellement maigri ces dernières semaines. » Son ton était doux, presque maternel, mais Manon perçut cette pointe d'inquiétude dans son regard. Ou était-ce autre chose? Le repas se déroula dans une ambiance feutrée, chacun évitant soigneusement d'évoquer Thomas, comme si son nom risquait de briser l'équilibre fragile de cette réunion familiale. Manon picorait dans son assiette, l'estomac noué par l'appréhension. Ce fut au moment du fromage que le courage lui vint enfin. « Il faut que je vous dise quelque chose d'important. » Le silence se fit instantané. Tous les regards convergèrent vers elle. Camille interrompit les gazouillis de son bébé. Éric reposa son verre de vin. Philippe cessa de couper son roquefort. « J'attends un enfant. » De Thomas. Les mots sortirent dans un souffle, mais ils résonnèrent dans la salle à manger comme un coup de tonnerre. Le temps sembla suspendu dans cette salle à manger où l'horloge grand-père marquait 13h15. Les rayons de soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle dessinaient des motifs dorés sur la nappe blanche, contrastant avec le silence de plomb qui avait envahi la pièce. Philippe fut le premier à retrouver sa voix, ses yeux bleus s'illuminant d'une joie mêlée d'incrédulité. « Ma chérie, c'est merveilleux. Un petit-fils ou une petite-fille de Thomas. » Camille, elle, resta bouche bée, serrant instinctivement son bébé contre elle. Éric reposa brusquement son verre, une expression de stupeur peinte sur son visage juvénile. Mais ce fut la réaction de Véronique qui glaça le sang de Manon. La femme élégante qu'elle connaissait depuis 5 ans disparut instantanément, remplacée par une furie aux traits déformés par une rage primitive. Ses mains tremblaient, si violemment qu'elle renversa son verre de vin rouge, la tache écarlate s'étalant sur la nappe comme une blessure. « Non !» hurla-t-elle en se levant si brusquement que sa chaise bascula. « C'est impossible. Tu mens. » Manon recula instinctivement, saisie par la violence de cette réaction. Elle n'avait jamais vu Véronique dans un tel état, pas même le jour de l'enterrement de Thomas. « Véronique, voyons !» tenta Philippe.
mais sa femme l'interrompit d'un geste brutal. « Tu inventes cette grossesse pour garder l'héritage de mon fils. Je le sais, je t'ai vu regarder les papiers du notaire avec tes yeux cupides. » Les accusations pleuvaient comme des gifles. Véronique tournait autour de la table tel un fauve en cage, ses cheveux parfaitement coiffés, commençant à s'échapper de leur chignon. Son regard brillait d'une lueur démente. « Maman, arrête !» intervint Camille, effarée. « Tu dis n'importe quoi. Tais-toi. Tu ne vois donc pas son jeu. 6 semaines que Thomas est mort, et madame annonce une grossesse de 2 mois. Les dates collent parfaitement, n'est-ce pas ? Quelle coïncidence. » Manon sentit les larmes monter, autant de douleur que d'incompréhension. Comment cette femme qui l'avait accueillie comme sa propre fille pouvait-elle la traiter ainsi ? « Véronique, je vous en prie. Thomas et moi, nous avons toujours voulu cet enfant. » Menteuse, tu simules tout. Je sais que tu as des dettes cachées, que ton travail à la bibliothèque ne suffit plus depuis que tu as acheté cette maison trop chère. Ces derniers mots frappèrent Manon comme un coup au plexus. Comment Véronique connaissait-elle ses difficultés financières ? Thomas lui en aurait-il parlé ? Cette pensée la déstabilisa plus encore. Éric se leva à son tour, mal à l'aise. « Maman, calme-toi, tu dis des choses horribles. » Mais Véronique était maintenant hors d'elle, consumée par une rage qui semblait nourrie par des mois d'amertume refoulée. Elle contourna la table et se planta devant Manon, le visage déformé par la haine. « Je vais te prouver que tu mens. Je vais te prouver que ce ventre n'abrite aucun enfant. » D'un geste impulsif et violent, elle poussa Manon de ses 2 mains. Le mouvement fut si soudain, si inattendu, que la jeune femme perdit l'équilibre. Ses pieds glissèrent sur le parquet ciré. Ses mains se tendirent désespérément vers la rampe de l'escalier qui menait à l'étage. Mais ses doigts ne rencontrèrent que le vide. Le temps ralentit dans cette fraction de seconde, où Manon basculait vers l'arrière. Elle vit le plafond orné de moulures défiler devant ses yeux, entendit les cris horrifiés de Philippe et Camille, sentit son dos heurter violemment la première marche de l'escalier de chêne. Puis ce fut la chute. Marche après marche. Son corps rebondissait contre le bois dur, chaque impact résonnant dans toute la maison comme un glas sinistre. Elle tenta de protéger son ventre, ce ventre précieux qui abritait tout ce qui lui restait de Thomas. Mais la douleur qui irradiait de ses reins l'empêchait de réfléchir clairement. Quand elle atteignit enfin le palier intermédiaire, sa tête heurta le mur avec un bruit sourd. Une explosion de lumière blanche envahit son champ de vision, puis ce fut l'obscurité totale. En haut de l'escalier, Véronique contemplait son œuvre, les mains plaquées sur sa bouche, réalisant soudain l'ampleur de son geste. En bas, Philippe et Éric dévalèrent les marches 4 à 4, tandis que Camille, tétanisée, composait le numéro des urgences d'une main tremblante, son bébé pleurant dans ses bras. La maison familiale résonnait maintenant de cris et de pleurs, brisant à jamais la quiétude de ce dimanche d'automne. L'hôpital Purpan bourdonnait de son activité dominicale habituelle, quand l'ambulance franchit les portes automatiques des urgences dans un hurlement de sirène. Manon, inconsciente sur le brancard, était d'une pâleur de cire sous les néons crus. Une perfusion pendait à son bras gauche, tandis qu'un masque à oxygène recouvrait son visage tuméfié. Dans la salle d'attente, la famille Dubois formait un tableau de désolation. Philippe, d'ordinaire si élégant, avait la chemise froissée et tachée de sang. Ses mains tremblaient, tandis qu'il remplissait machinalement les formulaires administratifs. Camille berçait nerveusement son bébé en pleurs, ses joues striées de larmes silencieuses. Éric, lui, faisait les 100 pas, incapable de tenir en place. Véronique était assise à l'écart, prostrée sur sa chaise en plastique vert. Le choc de son geste l'avait plongée dans un état catatonique. Elle fixait le sol carrelé de ses yeux vides, murmurant des « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» à peine audibles. 2 heures s'écoulèrent dans cette attente insoutenable. 2 heures où chaque minute semblait durer une éternité, ponctuée seulement par les annonces incompréhensibles du système de sonorisation et les va-et-vient du personnel médical. Enfin, les portes battantes s'ouvrirent. Le docteur Moreau, chef de service des urgences, apparut en blouse blanche. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard grave derrière ses lunettes cerclées. Son expression ne laissait rien présager de bon. Philippe se leva d'un bond, suivi des autres membres de la famille, qui se regroupèrent instinctivement autour du médecin. « Docteur, comment va-t-elle » demanda-t-il d'une voix rauque. Le docteur Moreau prit une profonde inspiration avant de répondre,
pesant soigneusement ses mots. Madame Manon souffre d'une commotion cérébrale légère et de multiples contusions. Ses jours ne sont pas en danger, mais... Il marqua une pause qui sembla interminable. Nous avons effectué une échographie d'urgence. Madame était effectivement enceinte de 8 semaines. De jumeaux. Un hoquet de surprise échappa à Camille. Philippe porta sa main à son cœur, tandis qu'Éric étouffait un juron. Véronique, elle, releva lentement la tête, comme sortant d'un cauchemar. Malheureusement, poursuivit le médecin, la chute a causé un décollement placentaire massif. Les traumatismes abdominaux ont été trop importants. Nous avons perdu les 2 fœtus. Ces mots tombèrent comme un coup près. Camille éclata en sanglots, serrant son bébé contre elle. Philippe s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains. Éric donna un violent coup de poing dans le mur, faisant sursauter les autres patients. Mais ce fut la réaction de Véronique qui marqua à jamais cette soirée. Un cri inhumain sortit de sa gorge, un hurlement de douleur et d'horreur absolue qui résonna dans tout le service. Elle se leva en titubant, comme frappée par la foudre. « Non, non, mes petits-enfants, qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle s'effondra à genoux sur le carrelage froid, ses ongles griffant le sol dans un geste désespéré. Le choc de la réalité venait de la frapper de plein fouet. Elle avait tué les derniers descendants de Thomas, les ultimes traces de son fils adoré. Le docteur Moreau continua son rapport médical d'une voix plus douce, conscient du drame qui se jouait devant lui. De plus, la chute a entraîné une fracture de 2 côtes et des lésions internes qui compromettent sérieusement les futures grossesses de madame. Les cicatrices utérines et les adhérences formées. Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Tout le monde comprenait. Manon ne pourrait probablement plus jamais avoir d'enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans cette salle d'attente impersonnelle, sous la lumière blafarde des néons, une famille venait de se briser définitivement. Plus jamais ils ne pourraient se regarder en face sans penser à cette soirée tragique. Véronique gisait maintenant sur le sol, recroquevillée en position fœtale, répétant inlassablement le prénom de son fils disparu. Philippe tenta de la relever, mais elle le repoussa violemment. « Ne me touche pas, je suis un monstre, j'ai tué mes propres petits-enfants. » Une infirmière accourut avec un sédatif, mais Véronique refusa tout soin. Elle méritait cette souffrance, cette culpabilité qui la rongeait déjà de l'intérieur. Quand Manon se réveilla 3 heures plus tard, seul Philippe était resté à son chevet. Dans ses yeux embués de larmes, elle lut immédiatement la vérité. Elle n'eut pas besoin qu'on lui explique. Son corps le savait déjà. Thomas, leurs jumeaux, son avenir de mère, tout s'était écroulé en quelques heures, par la faute d'une femme qu'elle considérait comme sa seconde mère. La nuit tomba sur Toulouse, emmenant avec elle les derniers espoirs de bonheur de Manon. Les 2 semaines qui suivirent le drame transformèrent radicalement la famille Dubois. La grande villa qui résonnait autrefois de rires et de conversations animées était devenue un mausolée de silence et de reproches muets. Philippe avait quitté la chambre conjugale pour s'installer dans la chambre d'amis. Chaque matin, il croisait Véronique dans la cuisine sans lui adresser la parole, se contentant de préparer son café en évitant son regard. Sa femme de 40 ans de mariage était devenue une étrangère, et pire encore, une meurtrière. Véronique, elle, avait sombré dans une dépression profonde. Ses cheveux, autrefois impeccables, pendaient maintenant en mèches ternes autour de son visage creusé. Elle ne sortait plus de sa robe de chambre bordeaux et passait ses journées recroquevillée dans le fauteuil de Thomas, serrant contre elle un pull qu'il avait oublié lors de sa dernière visite. Camille avait cessé ses visites dominicales, incapable de supporter la vue de sa mère. Au téléphone, elle confiait à son père sa culpabilité de ne pas avoir empêché le drame. « J'aurais dû réagir plus vite, papa. J'ai vu la colère dans ses yeux, mais je n'ai rien fait. » Éric, lui, oscillait entre la pitié pour sa mère et la rage contre son geste irréparable. Il venait encore déjeuner le dimanche, mais les repas se déroulaient dans un silence pesant, ponctué seulement par le bruit des couverts sur la porcelaine. De son côté, Manon vivait un calvaire silencieux dans sa petite maison de briques roses. Les médecins l'avaient gardée 3 jours en observation, avant de la renvoyer chez elle avec des antidouleurs et l'interdiction formelle de voir Véronique. Philippe lui rendait visite chaque matin, apportant des provisions et des nouvelles rassurantes sur sa santé qui ne trompaient personne. Les nuits étaient les pires. Manon se réveillait en sursaut, hantée par des cauchemars où elle tombait dans un escalier sans fin,
Elle avait développé une phobie paralysante des escaliers et ne pouvait plus monter à l'étage de sa maison sans être prise de vertige et de nausées. Ce fut en triant les affaires de Thomas, une tâche qu'elle avait repoussée pendant des semaines, qu'elle découvrit la lettre. Elle était glissée dans le livre de poésie de Prévert, que son mari gardait toujours sur sa table de nuit. L'enveloppe portait son prénom écrit de cette écriture penchée qu'elle connaissait si bien. Ses mains tremblèrent en dépliant les feuillets. Thomas lui écrivait souvent des mots doux, mais cette lettre était différente. Plus longue, plus intime. Ma Manon adorée, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te les dire de vive voix. J'espère que tu ne découvriras jamais cette lettre, qu'elle jaunira dans ce livre sans jamais être lue. Nous parlions hier soir de notre désir d'enfant, et ton sourire illuminait toute la chambre. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai hâte de voir grandir notre famille, de te voir devenir mère, mais j'ai peur parfois. Peur de ma mère et de sa possessivité maladive. Elle a toujours eu du mal à accepter notre mariage, et je redoute sa réaction si quelque chose m'arrivait. L'héritage de grand-père américain l'obsède déjà trop. Promets-moi, ma chérie, que si tu portes un jour notre enfant, tu le protégeras de sa cupidité. Notre amour mérite mieux que les calculs sordides de ma famille. Je t'aime plus que tout au monde. Toi et nos futurs enfants êtes ma seule richesse véritable. Ton Thomas qui t'aimera toujours. Les larmes coulèrent sur les joues de Manon, mêlant la douleur du deuil à une amertume nouvelle. Thomas avait pressenti le danger. Il connaissait les failles de sa mère, et d'une certaine manière, il l'avait mise en garde. Cette découverte changea quelque chose en elle. La tristesse céda progressivement la place à une colère sourde. Non seulement Véronique avait tué ses enfants, mais elle l'avait fait exactement pour les raisons que Thomas redoutait, l'argent et la possession. Le soir même, Philippe l'appela pour prendre de ses nouvelles, comme chaque jour depuis sa sortie de l'hôpital. « Comment va-t-elle » demanda Manon d'une voix blanche. « Mal, très mal. Elle ne mange plus, ne dort plus. Elle parle parfois à Thomas comme s'il était là. Je ne la reconnais plus. » Un silence s'installa sur la ligne téléphonique. « Philippe » murmura finalement Manon. « Je ne pourrai jamais lui pardonner. Jamais. » Ces mots résonnèrent longtemps dans le combiné après qu'elle eut raccroché, scellant définitivement la fracture de cette famille autrefois unie. 8 mois s'étaient écoulés depuis ce dimanche maudit, et Toulouse revêtait ses couleurs estivales. Manon observait depuis son jardin les roses trémières qui dansaient sous la brise tiède de juin. Ces fleurs qu'elle avait plantées avec Thomas 3 ans plus tôt continuaient de pousser, indifférentes au drame qui avait brisé sa vie. La jeune femme avait changé. Amaigrie de 10 kilos, ses cheveux châtains désormais coupés courts encadraient un visage où les épreuves avaient creusé de fines rides prématurées. Mais ses yeux verts, autrefois si doux, brillaient maintenant d'une détermination nouvelle. Le cabinet de thérapie du docteur Martine Laurent se trouvait dans une villa Belle Époque du centre-ville. Manon s'y rendait chaque jeudi depuis 4 mois, après avoir accepté l'aide que Philippe lui proposait inlassablement. Les premiers rendez-vous avaient été un calvaire. Elle passait les séances entières à pleurer en silence, incapable de prononcer un mot sur sa tragédie. Mais progressivement, les mots étaient revenus, d'abord timidement, puis en torrent libérateur. Elle avait raconté ses cauchemars, sa phobie des escaliers, cette colère sourde qui grandissait en elle chaque jour. La guérison n'est pas linéaire, lui avait expliqué le docteur Laurent lors de leur dernière séance. Certains jours seront meilleurs que d'autres. C'est normal de ressentir de la colère. C'est lors d'une de ces séances que Martine lui avait parlé du groupe de parole qu'elle animait pour les personnes endeuillées. Manon avait d'abord refusé, terrifiée à l'idée de partager sa douleur avec des étrangers. Mais la solitude devenait pesante, et elle avait fini par accepter d'assister à une réunion. Le groupe se réunissait chaque mardi soir dans une salle communale près de la place du Capitole. Une dizaine de personnes formaient un cercle de chaises dépareillées, unies par leur expérience commune de la perte. Il y avait Marie, qui avait perdu son fils de 20 ans dans un accident de moto, Georges, veuf depuis 2 ans, et d'autres encore, tous marqués par le deuil, mais déterminés à survivre. C'est là qu'elle rencontra Julien. Il animait le groupe en tant que formateur en médiation familiale, ayant lui-même perdu sa première épouse d'un cancer foudroyant 5 ans plus tôt. À 35 ans,
Cet homme aux cheveux bruns parsemés de gris et aux yeux noisettes chaleureux dégageait une sérénité apaisante. Il ne cherchait jamais à minimiser la douleur des participants, se contentant d'écouter avec une empathie rare. Lors de sa première intervention, Manon avait raconté son histoire d'une voix hachée, sans mentionner le rôle de Véronique. Elle parlait d'un accident, d'une chute malheureuse qui avait tout détruit. Julien l'avait écoutée sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec compréhension. « La culpabilité du survivant est normale », avait-il simplement dit. « Vous vous demandez pourquoi vous avez le droit de continuer à vivre alors qu'eux sont partis. » Ces mots avaient touché Manon au plus profond. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus seule avec sa douleur. Les semaines suivantes, une amitié discrète s'était nouée entre eux. Après les séances, ils marchèrent parfois ensemble jusqu'à la station de métro, échangeant quelques mots sur la météo ou l'actualité. Rien d'intime, rien qui puisse ressembler à de la séduction. Juste deux âmes blessées qui se reconnaissaient. Un soir de juillet, alors qu'une pluie d'orage avait vidé les rues, Julien proposa à Manon de boire un café dans le petit bistrot en face de la salle communale. Elle accepta, surprise de constater que cette perspective ne l'angoissait pas. « Comment faites-vous » lui demanda-t-elle, en remuant machinalement sa cuillère dans sa tasse. « Comment faites-vous pour continuer à croire en la vie après avoir tout perdu ?» Julien la regarda longuement, avant de répondre, pesant ses mots avec soin. « Je ne crois pas qu'on guérisse vraiment d'une telle perte. On apprend simplement à vivre avec un morceau de nous-mêmes en moins. Mais parfois, si on a de la chance, on découvre qu'on peut encore ressentir de la joie, de la tendresse, de l'amour. » Quelque chose dans sa voix fit frissonner Manon. Elle réalisa soudain qu'elle était en train de regarder cet homme avec des yeux nouveaux, comme si elle le voyait pour la première fois. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 8 mois, elle ne fit aucun cauchemar. Lentement, imperceptiblement, les couleurs commençaient à revenir dans la vie de Manon. L'automne était revenu sur Toulouse, marquant le premier anniversaire du drame. Les feuilles dorées qui jonchaient les trottoirs rappelaient cruellement à Manon ce dimanche qui avait basculé sa vie. Mais cette fois, elle était déterminée à ne plus subir. C'est Philippe qui avait pris les devants. Lors d'une de ses visites matinales, il avait posé sur la table de cuisine de Manon une carte de visite. Maître Bernstein est le meilleur avocat pénaliste de la région. Il pense que nous avons de solides arguments pour porter plainte. Manon avait longuement fixé cette carte de visite, tournant et retournant entre ses doigts ce petit rectangle de carton qui représentait sa première arme contre l'injustice subie. Elle ne l'a pas fait exprès, avait-elle murmuré. Véronique était bouleversée par la mort de Thomas. « Ma chérie », l'avait interrompu Philippe avec une douceur ferme. « Ma femme a tué tes enfants et détruit ta capacité à être mère. Bouleversée ou pas, elle doit répondre de ses actes. » Ces mots avaient fait l'effet d'un électrochoc. Pour la première fois, quelqu'un nommait clairement les choses. Véronique était une meurtrière, même si elle n'en avait pas eu l'intention. Le cabinet de maître Bernstein se trouvait dans un immeuble haussmannien près du Capitole. L'avocat, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs et au regard perçant, avait écouté le récit de Manon avec une attention soutenue, prenant des notes sur un carnet de cuir noir. Également, nous sommes sur du solide, avait-il conclu. Violence volontaire ayant entraîné une incapacité permanente partielle et homicide involontaire sur personne non née. La jurisprudence récente reconnaît le statut juridique du fœtus dans ce type d'affaires. L'enquête préliminaire avait révélé des éléments troublants sur l'état psychologique de Véronique. Les témoignages recueillis par les enquêteurs montraient une femme de plus en plus instable depuis la mort de son fils, obsédée par l'héritage et rongée par des soupçons paranoïaques. Camille avait été entendue comme témoin principal. Elle avait raconté avec émotion l'explosion soudaine de sa mère, sa violence verbale puis physique. Éric avait confirmé, ajoutant que sa mère parlait souvent de « cette petite garce qui va nous voler l'argent de Thomas ». Plus troublante encore, l'enquête avait mis au jour les difficultés financières cachées de Véronique. Depuis 2 ans, elle accumulait les dettes de jeu dans les casinos de la région, perdant près de 50 000 € que Philippe ignorait totalement. L'héritage de Thomas représentait pour elle une bouée de sauvetage. L'expertise psychiatrique,
ordonné par le juge d'instruction, avait conclu à un épisode de décompensation aiguë dans un contexte de deuil pathologique, aggravé par des troubles anxieux préexistants et une addiction au jeu. Les experts estimaient que Véronique était responsable de ses actes au moment des faits, mais que son discernement était altéré. Manon avait été convoquée à plusieurs reprises au palais de justice pour témoigner. Chaque fois, elle sortait de ses auditions épuisée mais étrangement apaisée. Dire la vérité, nommer les choses, lui rendait une part de sa dignité perdue. C'est lors d'une de ses visites au palais qu'elle croisa Véronique dans un couloir. Sa belle-mère, accompagnée de son avocat, avait terriblement vieilli. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, son visage creusé par la culpabilité et les remords. Quand leurs regards se croisèrent, Véronique tenta de s'approcher. « Manon, je t'en prie, pardonne-moi. » Mais Manon détourna le regard et continua son chemin, escortée par maître Bernstein. Elle n'était pas encore prête pour le pardon. Peut-être ne le serait-elle jamais. Le soir même, elle retrouva Julien au groupe de parole. Leur relation avait évolué au fil des mois, passant de l'amitié à quelque chose de plus tendre, sans jamais être nommé. Il était devenu son confident, celui à qui elle pouvait tout dire sans craindre d'être jugée. « Comment vous sentez-vous maintenant que l'instruction est terminée ?» lui demanda-t-il, alors qu'ils marchaient côte à côte le long de la Garonne après la séance. Étrangement sereine, pour la première fois depuis 1 an, j'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Julien s'arrêta et la regarda avec cette intensité qui la troublait de plus en plus. « Vous savez que vous n'êtes plus la même femme que celle qui est arrivée au groupe il y a 6 mois ? En mieux ou en pire ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. « En plus forte, en plus belle aussi. » Ces mots flottèrent entre eux dans l'air tiède de septembre, lourds de promesses non formulées. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, Manon entrevit la possibilité d'un avenir différent. Le procès était fixé au mois de novembre. Elle serait prête. La salle d'audience du tribunal correctionnel de Toulouse bourdonnait d'une activité feutrée en ce matin gris de novembre. 18 mois après le drame, l'affaire Dubois contre Dubois allait enfin être jugée. Les bancs du public étaient clairsemés. Quelques journalistes locaux, des curieux attirés par cette tragédie familiale, et au premier rang, Philippe, Camille et Éric, réunis malgré leur division. Manon entra dans la salle vêtue d'un tailleur noir sobre, accompagnée de maître Bernstein. Elle avait retrouvé une certaine sérénité au fil des mois, et son port de tête témoignait d'une dignité reconquise. Dans le public, Julien lui adressa un sourire d'encouragement discret. Véronique apparut quelques minutes plus tard, méconnaissable. La femme élégante d'autrefois avait laissé place à une silhouette voûtée, aux cheveux entièrement blancs et au regard éteint. Son avocat, maître Dupont, la guidait avec bienveillance vers le box des prévenus. Le président du tribunal, un homme d'une 50aine d'années au visage grave, ouvrit les débats en rappelant les faits. Sa voix résonnait dans le silence religieux de la salle. « Madame Véronique Dubois, vous êtes accusée de violence volontaire, ayant entraîné une incapacité permanente partielle et d'homicide involontaire. Reconnaissez-vous les faits ?» Véronique se leva péniblement, ses mains tremblant sur la barre du box. « Oui, monsieur le président. J'ai commis l'irréparable dans un moment de folie. Je le regrette chaque seconde de ma vie. » Sa voix était à peine audible, brisée par l'émotion et les remords. Quand vint le tour de Manon de témoigner, elle se dirigea vers la barre avec une assurance qui surprit l'assistance. D'une voix claire et posée, elle raconta ce dimanche tragique, sans haine ni esprit de vengeance, mais avec une précision chirurgicale qui fit frémir la salle. J'ai perdu mes enfants, ma capacité à être mère, et l'homme que j'aimais une seconde fois ce jour-là. Mais j'ai aussi découvert ma propre force. Lorsque le procureur évoqua les circonstances aggravantes, la préméditation supposée liée aux dettes de jeu, maître Dupont intervint avec passion. Ma cliente traversait un deuil pathologique doublé d'une addiction qu'elle cachait par honte. Elle n'a jamais voulu tuer quiconque. Son geste était celui d'une femme désespérée, pas d'une criminelle. L'expertise psychiatrique fut longuement débattue. Les médecins confirmèrent l'altération du discernement de Véronique, sans pour autant l'exonérer de sa responsabilité. Le moment le plus poignant survint quand Véronique demanda à s'exprimer directement à Manon. Le président l'y autorisa exceptionnellement.
Véronique se tourna vers sa belle-fille, les larmes ruisselant sur ses joues creuses. « Manon, ma petite Manon, je sais que mes excuses ne rendront jamais la vie à tes enfants. Je sais que j'ai détruit ta confiance, ton avenir de mère. Si je pouvais donner ma vie pour réparer, je le ferais. Je ne te demande pas de me pardonner, juste de croire que je t'aimais vraiment comme ma fille. » Un silence de cathédrale s'abattit sur la salle. Même les journalistes avaient cessé de griffonner. Manon regarda longuement cette femme brisée qui avait été sa seconde mère, puis se leva à son tour. « Véronique, vous avez détruit ma vie, c'est vrai. Mais vous vous êtes aussi détruite. Je ne peux pas encore vous pardonner, mais je ne vous hais plus. La haine m'aurait empêché de me reconstruire. » Ces mots résonnèrent comme une libération dans le cœur de tous les présents. Après les plaidoiries, le tribunal se retira pour délibérer. 2 heures plus tard, le verdict tombait. 2 ans de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de 3 ans, obligation de soins psychiatriques, interdiction de contact avec Manon pendant 3 ans et 120 000 € de dommages-intérêts. La sentence était mesurée, tenant compte à la fois de la gravité des faits et des circonstances atténuantes. Véronique s'effondra en sanglots, moins de soulagement que de culpabilité persistante. En sortant du tribunal, Manon fut accueillie par Julien qui l'attendait sous la pluie fine de novembre. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de pleurer. Mais ces larmes-là avaient un goût différent. Elles étaient celles de la libération, de la justice rendue, et peut-être même de l'espoir retrouvé. La page judiciaire était tournée. Celle de sa nouvelle vie pouvait s'écrire. 2 années s'étaient écoulées depuis le procès, et Toulouse s'éveillait sous un soleil de printemps particulièrement généreux. Dans son petit jardin de la rue des Amidonniers, Manon contemplait ses rosiers qui bourgeonnaient avec une vigueur nouvelle. À 32 ans, elle avait trouvé une sérénité qu'elle n'espérait plus. L'association Renaître, qu'elle avait créée avec une partie de l'héritage de Thomas, occupait désormais tous ses après-midi. Installée dans un ancien hôtel particulier du quartier Saint-Cyprien, cette structure d'aide aux femmes victimes de violences familiales était devenue sa raison de vivre. Manon y accompagnait des femmes brisées vers la reconstruction, leur apportant cette compréhension que seule l'expérience de la souffrance peut donner. Ce matin-là, elle préparait un café pour 2 dans sa cuisine ensoleillée. Julien arrivait toujours vers 9h, après avoir déposé sa fille Léa à l'école. Leur relation s'était épanouie naturellement, sans précipitation, ni déclaration dramatique. Ils avaient appris à s'aimer dans la patience et le respect mutuel de leurs blessures respectives. La sonnette retentit, et Manon sourit en reconnaissant la silhouette familière derrière la porte vitrée. Julien entra, apportant avec lui cette douceur tranquille qui caractérisait leur quotidien reconstruit. « Philippe a appelé ce matin », annonça-t-elle en lui tendant sa tasse. « Camille a accouché cette nuit. Un petit garçon. C'est merveilleux. Comment va-t-elle ? Très bien. Elle veut l'appeler Thomas. » Un silence émotionnel passa entre eux. Le prénom de son défunt mari ne lui faisait plus mal comme avant. Il évoquait désormais la tendresse du souvenir plutôt que la déchirure du manque. Philippe était devenu un pilier dans la nouvelle vie de Manon. Divorcé depuis 6 mois, il avait trouvé le courage de quitter définitivement Véronique après le procès. Ses visites hebdomadaires étaient des moments précieux où ils évoquaient Thomas sans tristesse, partageant leurs plus beaux souvenirs de lui. Camille, elle, avait mis du temps à renouer le contact. La culpabilité de n'avoir pas empêché le geste de sa mère la rongeait. Mais l'annonce de sa grossesse avait rebattu les cartes. Elle avait sollicité l'aide de Manon, cherchant auprès d'elle cette figure maternelle bienveillante que sa propre mère ne pouvait plus incarner. « J'aimerais que tu sois la marraine de mon fils », lui avait-elle demandé lors de leur dernière rencontre, les yeux brillants de larmes contenues. Cette demande avait bouleversé Manon. Devenir marraine, c'était accepter symboliquement de transmettre l'amour maternel qu'elle ne pourrait jamais donner à ses propres enfants. Éric, plus pragmatique, avait pris ses distances avec toute la famille. Il rendait visite à sa mère 1 fois par mois, par devoir filial, mais sans jamais reparler du drame. Il avait déménagé à Lyon pour échapper au poids de ce passé. Quant à Véronique, elle vivait désormais dans un petit appartement du centre-ville, sous surveillance médicale. Ses dettes de jeu remboursées grâce aux dommages-intérêts versés, elle consacrait ses journées au bénévolat dans un centre d'accueil pour personnes âgées.
Son psychiatre parlait d'une rémission stable, mais la femme qu'elle était autrefois avait disparu à jamais. Elle respectait scrupuleusement l'interdiction de contact avec Manon, mais Philippe rapportait qu'elle demandait régulièrement de ses nouvelles. 2 lettres d'excuses étaient arrivées via l'avocat, que Manon avait lues, puis rangées, sans y répondre. Le pardon était un chemin long, et elle n'était pas encore arrivée au bout. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient en tête-à-tête dans le petit restaurant italien de leur quartier, Julien prit la main de Manon par-dessus la table. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme il l'avait fait tant de fois au cours de ces derniers mois. « J'ai quelque chose à te dire », murmura-t-il, ses yeux noisettes brillant d'une émotion contenue. Manon sentit son cœur s'accélérer légèrement, pressentant l'importance du moment. « Léa m'a demandé hier si tu allais devenir sa nouvelle maman. Je lui ai dit que ça dépendait de toi. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu marine, l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, une bague de fiançailles d'une sobriété élégante scintillait sous les lumières tamisées du restaurant. « Manon, veux-tu m'épouser ? Veux-tu que nous formions une vraie famille ?» Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. Elle regarda cet homme qui avait su l'aimer sans jamais chercher à remplacer Thomas, qui avait respecté son rythme et ses peurs. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui, je le veux. » L'alliance glissa à son doigt comme une promesse d'avenir. Pour la première fois depuis 4 ans, Manon envisageait l'avenir sans appréhension. Elle avait survécu au pire, et le meilleur l'attendait enfin. 4 années après ce dimanche tragique qui avait failli détruire sa vie, Manon se tenait devant le miroir de la chambre nuptiale de la mairie de Toulouse. Sa robe ivoire, d'une simplicité élégante, épousait parfaitement sa silhouette retrouvée. Dans ses cheveux châtains relevés en chignon, Philippe avait glissé le peigne en nacre que Thomas lui avait offert pour leur fiançailles. « Tu es radieuse, ma chérie », murmura-t-il en ajustant le voile délicat qui cascadait sur ses épaules. À 68 ans, son beau-père avait retrouvé une sérénité qu'il pensait perdue à jamais. Divorcé depuis 2 ans, il s'était construit une nouvelle existence centrée sur ses petits-enfants et son rôle de père de substitution auprès de Manon. Dans le salon d'honneur de la mairie, une trentaine d'invités attendèrent la cérémonie. Camille, rayonnante, tenait dans ses bras le petit Thomas âgé de 6 mois, un poupon aux yeux bleus qui gazouillait joyeusement. Léa, maintenant âgée de 12 ans, ajustait fièrement sa robe de demoiselle d'honneur lilas, fière de participer à cette union qui en faisait officiellement la fille de Manon. Les membres du groupe de parole étaient présents, témoins de ce chemin de reconstruction qu'ils avaient parcouru ensemble. Marie, Georges et les autres formaient une famille de cœurs précieuses, celle des survivants qui avaient choisi de revivre. Julien attendait devant l'officier d'état civil, vêtu d'un costume anthracite qui soulignait l'émotion de ses yeux noisettes. Quand Manon entra au bras de Philippe, il sourit de ce sourire tendre qui l'avait séduite dès leur première rencontre au groupe de parole. La cérémonie fut simple et touchante. Quand l'officier demanda aux époux d'échanger leurs vœux personnels, Manon prit la parole d'une voix claire et posée. « Julien, tu m'as appris que l'amour peut renaître des cendres, que la tendresse peut guérir les blessures les plus profondes. Tu m'as rendu ma capacité à rêver d'avenir. » Julien lui répondit en prenant ses mains dans les siennes. « Manon, tu m'as montré qu'il est possible de transformer la souffrance en force, la colère en compassion. Avec toi et Léa, j'ai retrouvé le sens du bonheur. » Quand ils échangèrent les alliances, quelques larmes coulèrent dans l'assistance. C'étaient des larmes de joie, celles qui célèbrent les victoires de l'âme humaine sur l'adversité. Le soir même, dans leur nouvelle maison du quartier des Minimes, une bâtisse en briques roses avec un grand jardin pour Léa, Manon contemplait les photos du mariage posées sur la commode de leur chambre. À côté, dans un cadre d'argent, le portrait de Thomas souriant veillait sur cette nouvelle famille. 3 mois plus tard, l'association Renaître inaugurait son nouveau centre d'accueil, financé grâce à une subvention européenne. Manon y avait créé un espace spécialement dédié aux femmes ayant perdu un enfant, comprenant d'expérience que cette douleur particulière nécessitait un accompagnement spécifique. Ce jour-là, lors de l'inauguration, une surprise l'attendait. Philippe lui remit une enveloppe qu'il gardait depuis plusieurs mois. « C'est de Véronique. Elle m'a demandé de te la donner quand je jugerai le moment opportun. » Manon ouvrit l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, une lettre manuscrite et un chèque d'un montant considérable. « Ma chère Manon, j'ai appris ton mariage par Philippe.
Je suis heureuse que tu aies trouvé l'amour et la paix que tu mérites. Je ne te demande toujours pas de me pardonner, mais j'ai voulu contribuer à ton œuvre magnifique. Cet argent représente la vente de tous mes bijoux. Puisse-t-il aider d'autres femmes à se reconstruire comme tu l'as fait? Je pense à toi chaque jour avec regret et admiration. Véronique Manon resta longtemps immobile, la lettre à la main. Puis, pour la première fois depuis 4 ans, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour sa belle-mère. Le pardon n'était peut-être plus si loin. 1 an plus tard, par un dimanche ensoleillé de novembre, Manon se promenait dans son jardin avec Léa, qui l'aidait à planter des bulbes de tulipes. L'adolescente, maintenant âgée de 13 ans, était devenue sa confidente et sa complice. « Maman Manon ?» demanda-t-elle avec cette perspicacité propre à son âge. « Tu penses encore à tes bébés perdus ?» Manon s'arrêta de bêcher et regarda cet enfant qui l'appelait maman, avec tant de naturel. « Oui, ma chérie. Mais maintenant, quand j'y pense, c'est avec tendresse et non plus avec douleur. Ils m'ont menée jusqu'à toi et ton papa. » Elle posa sa main sur le ventre de Léa dans un geste maternel. « Et puis, tu sais, on peut aimer plusieurs enfants à la fois. Thomas, nos petits anges et toi, vous êtes tous mes trésors. » Ce soir-là, en regardant Julien et Léa rire aux éclats devant un film comique, Manon comprit qu'elle avait accompli l'impossible. Transformer sa tragédie en mission de vie, sa souffrance en force de guérison pour les autres. Elle avait appris que la résilience n'effaçait pas les cicatrices, mais qu'elle permettait d'en faire des sources de lumière pour éclairer le chemin d'autrui. Sa famille était différente de celle qu'elle avait imaginée avec Thomas, mais elle n'en était pas moins belle. Dans le cadre posé sur sa table de nuit, Thomas semblait sourire à cette renaissance,